Traoré Luceni, chargé de cours de chimie au secondaire. Nous allons parler de la catalyse comme la fois dernière. Aujourd'hui, en particulier, nous allons parler de la catalyse hétérogène. Nous avions défini la catalyse la dernière fois comme l'action d'augmenter la vitesse d'une réaction chimique en utilisant un catalyseur. Et que le catalyseur est une substance chimique d'une réaction chimique ou d'accélérer une réaction chimique sans lui-même subir des modifications permanentes. En ce qui concerne la classification de la catalyse, nous avons dit qu'il y a deux types de catalyse. Il y a ce qu'on appelle la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. Pour la catalyse homogène, nous avons dit que c'est lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans un même état physique ou bien appartiennent à un même état, à une même phase. Dans ce cas, la catalyse est dite homogène. Et quant à la catalyse hétérogène, que nous allons voir maintenant, c'est toute catalyse au cours de laquelle le catalyseur et les réactifs n'appartiennent pas à un même état physique ou bien ne sont pas dans une même phase. Dans ce cas, la catalyse va être appelée une catalyse hétérogène. Donc, catalyse hétérogène, deux points, le catalyseur et les réactifs n'appartiennent pas à un même état physique ou une même phase Et on va donner des exemples. Lorsque je prends la synthèse de l'eau, c'est-à-dire la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène, ça va donner la molécule d'eau. On va équilibrer l'équation. L'hydrogène est pris 2 fois au premier membre, au second membre aussi il est pris 2 fois. L'oxygène est pris 2 fois au premier membre, mais une seule fois au second membre. Donc on multiplie la molécule d'eau par 2. En faisant cela, l'hydrogène devient 4 au second membre alors qu'il est pris 2 fois au premier membre. On le multiplie aussi par 2. Cette réaction est catalysée par le platine qui est un corps solide, un métal. Alors ici, l'hydrogène est un gaz, le dioxygène aussi est un gaz, mais le platine utilisé est à l'état solide. Donc on constate ici que les réactifs et les catalyseurs n'appartiennent pas à un même état physique, ou bien ne sont pas dans une même phase. Dans ce cas, la catalyse va être appelée une catalyse hétérogène. Un deuxième exemple, le dioxygène. Donc je prends le SO2 plus le O2 qui va donner le SO3. Ici également, on va équilibrer l'équation. Le soufre est pris 1 fois au premier membre, 1 fois aussi au second membre. L'oxygène est pris 4 fois au premier membre, mais 3 fois au second membre. On va multiplier le dioxygène par 1,5. Donc on a 1,5 de 2, ça fait 1. 1 plus 2 égale à 3. Et le catalyseur utilisé ici, c'est le V2O5, oxyde de vanadium, qui est un corps solide. Donc le gaz sulfuré aussi est un gaz, autrement dit l'oxyde de soufre, et le dioxygène aussi est un gaz. Mais le catalyseur utilisé est à l'état solide. Que les réactifs et le catalyseur alors n'appartiennent pas à un même état physique, d'où l'appellation de la catalyse hétérogène. Alors, parlant de la catalyse hétérogène, je vais prendre l'exemple sur le dihydrogène et le dioxygène qui va passer ici à la molécule d'eau. On multiplie l'eau par 2 et le dioxygène aussi par 2. On va voir ici les étapes de cette catalyse. Donc les différentes étapes. De la catalyse hétérogène. La catalyse hétérogène a 3 étapes fondamentales. La première étape est appelée la phase d'absorption. Phase d'absorption. Adsorption.
qu'est-ce qui se passe au cours de cette phase? Le platine, qui est un corps solide, va essayer de jouer le rôle d'aimant en attirant une quantité de dihydrogène et une quantité de dioxygène sur sa surface. Donc la phase d'absorption se définit comme la phase d'attraction des réactifs, sur la surface du catalyseur, des réactifs sur la surface du catalyseur. Donc le catalyseur va se comporter en aimant. La quantité de réactifs attirés alors va rentrer en contact et les deux réactifs vont se mélanger, qu'on appelle la phase de réaction proprement dite. Donc la deuxième phase est appelée phase de réaction proprement dite. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette réaction? C'est le contact direct entre les réactifs attirés sur la surface du catalyseur. Donc c'est la mise en contact des réactifs attirés sur la surface du catalyseur. Et une fois que ce premier produit se forme, qu'est-ce que le catalyseur va faire? Le catalyseur va repousser la quantité de produit obtenu sur sa surface pour faire une nouvelle attraction. Donc l'action de repousser le produit obtenu sur sa surface ou bien formé sur sa surface est appelée alors la troisième phase qu'on appelle la phase de désorption. Donc la troisième phase est appelée phase de désorption. Donc cette phase, c'est la phase au cours de laquelle il y a ce qu'on appelle la répulsion du produit sur la surface. Répulsion du produit formé sur la surface du catalyseur. Pour une nouvelle attraction. Donc voilà comment fonctionne alors la catalyse hétérogène. Donc principalement, elle se déroule en 3 étapes. La première étape appelée phase d'absorption, la deuxième appelée phase de réaction proprement dite et la troisième appelée phase de désorption. On va maintenant parler de la différence entre les types de catalyse. Différence entre les catalyses homogènes et hétérogènes. La différence entre les deux, c'est quoi? La réaction a lieu dans la solution. Donc plus la concentration de cette solution est grande, plus la réaction est rapide. Donc pour une catalyse homogène, la vitesse de la réaction est une fonction de la surface du catalyseur. C'est-à-dire, plus la concentration du catalyseur est grande, plus la réaction devient rapide. Et plus la surface du catalyseur est petite, plus la réaction devient lente. Et quant à la catalyse hétérogène, comme nous venons d'expliquer, la réaction a toujours lieu sur la surface du catalyseur. Donc la rapidité de la réaction va dépendre de la grandeur de la surface du catalyseur. Je veux dire quoi par là? Que pour une catalyse hétérogène, plus la surface du catalyseur est grande, plus la vitesse de la réaction est aussi grande. Donc la vitesse de la réaction devient une fonction de la surface du catalyseur. Donc ici on va... Donc voilà la différence fondamentale entre la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. En résumé, pour une catalyse homogène,
pour qu'elle soit efficace, il faut que la concentration du catalyseur soit la plus grande. C'est pourquoi on utilise souvent alors la poudre. Et pour une catalyse hétérogène, l'efficacité de cette catalyse aussi dépend de la surface du catalyseur, parce que le catalyseur est solide. Donc plus cette surface est grande, plus la vitesse de la réaction aussi va être plus grande. On va maintenant parler de ce qu'on appelle ici la sélectivité du catalyseur. Sélectivité d'un catalyseur. Alors quand nous parlons de sélectivité d'un catalyseur, au cours d'une catalyse, le catalyseur doit être sélectionné. Un seul catalyseur ne peut pas catalyser deux ou plusieurs réactions chimiques. Une seule réaction ne peut pas aussi être catalysée par plusieurs catalyseurs. Donc chaque réaction chimique a son propre catalyseur, chaque réaction chimique a son propre catalyseur. C'est comme les différentes portes d'un bâtiment. Chaque porte de rentrée a sa clé. En aucun cas, une porte peut être ouverte avec deux clés. Donc, chaque réaction chimique doit avoir son catalyseur. Dès qu'on change le catalyseur, la réaction aussi va changer de nature. Je vais donner un exemple ici. Je vais prendre ici l'éthanol, qui est le C2H5OH, qui veut se décomposer en aldéhyde. Donc CH3, liaison CHO, plus le dihydrogène. Je prends le même alcool, qui est C2H5OH, alors qui va se passer en C2H4 plus de l'eau. La première réaction, l'alcool ici perd l'hydrogène, donc la réaction va être appelée une réaction de déshydrogénation. La deuxième réaction, le même alcool perd la molécule d'eau, donc c'est une réaction de déshydratation. Mais pour la déshydrogénation, c'est le métal cuivre qui est utilisé comme catalyseur. Donc Cu est utilisé comme catalyseur. Alors que pour la déshydratation, c'est l'alumine qu'on va utiliser comme catalyseur, donc le Al2O3. Celui maintenant qui veut alors obtenir de l'hydrogène, et par erreur, au lieu d'utiliser le métal cuivre comme catalyseur, il utilise l'alumine comme catalyseur, il ne pourra jamais avoir ici le hydrogène à sa disposition. Plutôt, c'est la molécule d'eau qu'il va avoir. Autrement dit, dès qu'il mélange alors ces catalyseurs-là, à la place de la déshydrogénation, la déshydratation va se produire. Ou bien à la place de la déshydratation, c'est la déshydrogénation qui va se produire. Dans ce cas, la réaction va être appelée une réaction parasite. C'est une réaction alors qui n'a pas d'importance parce qu'on n'a pas besoin du produit. Donc voilà ce que signifie la sélectivité d'un catalyseur. On doit avoir quelle réaction chimique. Et la condition sine qua non, pour qu'un corps alors catalyse une réaction chimique, il faut que le potentiel standard du catalyseur soit entre les potentiels des deux réactifs. Dans ce cas, la catalyse est possible. Mais si jamais le catalyseur a le plus grand potentiel ou bien le plus petit potentiel par rapport au réactif, la catalyse ne sera pas possible. Ici, de quelques caractéristiques de l'action catalytique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque je prends une réaction d'équilibre, autrement dit une réaction réversible, comme l'esterification par exemple, la manière dont la réaction directe est catalysée, c'est la même manière que la réaction inverse aussi l'est. Alors je vais dire ici, lorsque je prends par exemple un acide carboxylique, R liaison COH plus un alcool de formule R' liaison OH, qui est une réaction réversible, donc à double sens, qui peut donner ici un ester de formule R liaison COO liaison R' plus de l'eau. Voilà, j'ai deux réactions ici à ma disposition. Le premier sens est appelé estérification. Hydrolyse, c'est une réaction alors qui est réversible. La manière dont le catalyseur accélère la réaction d'estérification, c'est la même manière que la réaction ici va accélérer la réaction d'hydrolyse. Donc,
la catalyse d'une réaction directe est identique à celle d'une réaction indirecte ou de son inverse à celle d'une réaction inverse. Ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique, en utilisant un catalyseur, ça nous permet d'atteindre l'équilibre plus rapidement, mais l'équilibre n'est pas modifié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons qu'avec l'esterification étudiée en 12e année, partant d'1 mol d'acide et d'1 mol d'alcool, on obtient ici 0,67 mol d'ester. Donc la réaction a lieu alors à un certain pourcentage donné. Cette quantité qui est obtenue ne peut pas varier lorsqu'on utilise un catalyseur. Mais si la réaction là peut faire 150 heures sans aucune modification des conditions expérimentales, on ne va pas atteindre les 150 heures, mais la quantité de l'ester et de l'eau attendue aussi ne sera pas modifiée. Donc je veux dire par là que la catalyse ne modifie pas alors l'équilibre d'une réaction chimique, mais elle permet de l'atteindre rapidement. La catalyse ne modifie pas l'équilibre chimique, mais permet de l'atteindre plus rapidement. Et la troisième caractéristique, c'est quoi? Le catalyseur là ne peut catalyser qu'une réaction qui est possible. Si une réaction n'est pas possible, en aucun cas un catalyseur peut alors provoquer cette réaction. À plus forte raison, l'accélérer. Donc le catalyseur ne catalyse qu'une réaction thermodynamiquement possible. Le catalyseur ne catalyse qu'une réaction thermodynamiquement possible. Donc si une réaction est impossible, le catalyseur n'y peut rien. Tout ce qu'il fait, c'est d'augmenter la vitesse de la réaction ou accélérer la réaction. La catalyse. La catalyse est utilisée dans beaucoup de réactions chimiques. Lorsque je prends par exemple les réactions enzymatiques, toutes les réactions qui se passent dans l'organisme humain, alors ces réactions-là sont catalysées. Donc, ce sont des réactions catalytiques. Donc, exemple, les réactions enzymatiques. Donc, ce sont des réactions qui se passent dans l'organisme. Mais comme ces réactions-là sont catalysées par des grosses molécules appelées enzymes, c'est pourquoi on parle ici de réactions enzymatiques. On peut aussi appeler les réactions cellulaires. Les réactions cellulaires. Lorsque les boulangers veulent faire le pain, ils élèvent la farine alors à l'aide du levain, qu'on appelle la levure de bière. Donc, le pain est levé par la levure de bière, qu'on appelle le levain. Et un autre exemple, il y a la fermentation alcoolique. Donc, la fermentation. Donc, il y a les réactions de fermentation. Donc, ce sont quelques exemples. Alors, le fonctionnement d'un moteur électrique. Alors, l'échappement est là comme un catalyseur.
Donc, c'est l'échappement qui permet ou qui facilite le mélange entre l'huile et le carburant. Donc, pour la sortie du gaz. Une fois que l'échappement est fermé, la réaction est bloquée et le moteur s'éteint. Donc, ce sont quelques exemples alors des réactions catalytiques ou de l'utilisation des catalyses dans la vie courante. En dernier lieu, nous avons l'importance de la catalyse. D'après tout ce que nous venons alors de voir, la catalyse joue un rôle important. Quoi? Ça nous permet de travailler à basse température. Donc à une température moins. Travailler à basse température. Nous avons dit que nos laboratoires sont conçus à la température ordinaire qui est 25 degrés Celsius. Donc lorsqu'une réaction n'est pas possible à cette température, lorsqu'une réaction est lente à cette température et que nous voulons l'accélérer, on peut augmenter la température du milieu réactionnel. En le faisant, on est obligé de travailler à haute température. Pour éviter maintenant de travailler à haute température, on utilise un catalyseur. Voilà pourquoi on dit que le catalyseur permet de travailler à basse température ou bien d'effectuer des réactions chimiques à basse température. Et une fois que la réaction est accélérée, ça permet alors d'atténuer la dépense effectuée lors de la production. Donc, on peut travailler à moindre coût. Donc, la production à moindre coût. Une autre importance, nous venons de parler tout de suite de la sélectivité d'un catalyseur qui nous permet d'éviter d'avoir un produit qui n'est pas l'objet du besoin ou de la réaction. Dans ce cas, la réaction va être appelée une réaction parasite. Donc, l'utilisation des catalyseurs qu'on appelle la catalyse permet d'éviter des réactions parasites. Donc, ça permet d'éviter des réactions parasites. Des réactions parasites. Donc, voilà en quelque sorte alors l'importance de la catalyse. Une fois que nous travaillons à basse température, très rapide, donc le coût de la production va diminuer et ça va aussi nous éviter des réactions parasites en nous faisant gagner en temps aussi. Donc, gagner en temps. Lorsque je prends par exemple une réaction d'estérification hydrolyse, sans modification des conditions expérimentales, il faut 150 heures pour avoir un ester. Mais si j'utilise un catalyseur, je ne vais pas faire les 150 heures là pour avoir une certaine quantité d'ester. Donc ça va me permettre d'avoir une grande productivité, mais en un laps de temps, en un court temps. Donc ça va nous permettre de gagner en temps. Voilà fondamentalement l'importance ici de la catalyse. Nous allons parler ici d'un autre exemple ici de catalyse homogène qu'on appelle autocatalyse ou une réaction autocatalytique. Lorsque je prends par exemple l'acide oxalique ou l'acide éthanedioïque qui est un diacide organique plus la solution de permanganate de potassium donc représentée par les ions MnO4-, voilà, qui va donner ici le dioxyde de carbone plus l'ion manganèse Mn2+. Cette réaction est catalysée par le sulfate de manganèse, donc par les ions Mn2+. On va constater quoi ici, en posant l'équation bilan de cette réaction? Que le catalyseur qui est là est aussi un produit de la réaction. Donc par conséquent, la réaction est alors capable de produire son propre catalyseur. Dans ce cas, la catalyse va être appelée une catalyse, une réaction autocatalytique ou bien une autocatalyse. Alors on peut poser l'équation bilan de cette réaction à l'aide de demi-réaction redox. Ici en COD, le milieu étant acide, en multipliant le COD par 2, l'oxygène devient 4 au second membre comme il est aussi au premier membre. Au premier membre, on a 2 atomes d'hydrogène et au second membre, il y a un manque d'atomes d'hydrogène. Donc il faut ajouter 2 fois H+, donc plus 2 électrons. Et l'ion permanganate MnO4- va aussi passer à l'ion manganèse Mn2+. Ici, on a 4 atomes d'oxygène au premier membre, au second membre, il y a un manque d'atomes d'oxygène, on ajoute la molécule d'eau et on multiplie par 4. Dans ce cas, au second membre, on a 8 atomes d'hydrogène, il faut alors ajouter 8H+ au premier membre.
Au premier membre ici, comme électron, nous avons 7 électrons. Au second membre, on en a 2. On transpose les 2 du second membre au premier membre, ça devient moins 2. 7 moins 2, ça va faire 5. Donc, on n'a plus 5 électrons ici. On fait la somme en multipliant la première équation par 5 et la deuxième équation par 2. 5 H2, C2, O4 plus 2 fois Mn2 plus ici hydrogène au second membre, dans la première équation on aura 10 et au premier membre, dans la deuxième équation on aura 16. 16 moins 10 ça va faire 6. Donc plus 6H plus. Ça va passer ici à 10 fois CO2 plus 2 fois l'ion Mn2 plus 8 molécules d'eau. Donc le catalyseur ici c'est l'ion Mn2 plus. Ici les réactifs là sont à l'état liquide, le catalyseur aussi est à l'état liquide. Donc la catalyse là est appelée une catalyse homogène. Et à part de cette appellation de catalyse homogène, c'est une réaction autocatalytique. On entend une réaction qui fabrique ou qui produit son propre catalyseur. Autrement dit, c'est lorsque le catalyseur est fabriqué par la réaction elle-même. Donc la réaction va être appelée une réaction autocatalytique ou une autocatalyse.